Alors, quand on parle du diabète en Afrique ou partout ailleurs, que ce soit au Maroc ou ailleurs, il y a un certain nombre de problèmes auxquels il faut faire face. Le problème en Afrique, c'était d'abord jusqu'ici de connaître l'ampleur de la maladie. Et à quelques années maintenant, nous savons aujourd'hui ce que c'est, nous allons le voir. Le deuxième élément, en particulier nous parlons à des médecins généralistes, je crois que pour le généraliste ou le non-spécialiste du diabète, c'est le problème de poser les diagnostics avec beaucoup de certitude, en connaissant les critères de diagnostic et les méthodes de diagnostic adaptées. Nous parlerons des critères, les méthodes, nous n'entrerons pas dans le détail. Il faut savoir aussi, dès qu'on a fait le diagnostic du diabète, faire le bilan de ce diabète, à savoir rechercher les facteurs de risque. Il y a quels facteurs de spécifiques en Afrique, les pathologies associées, parce qu'il est important de les prendre en compte. Mon maître disait toujours, on ne traite pas une hyperglycémie, on traite un individu qui a certainement quelquefois plusieurs pathologies. Et surtout, il faut savoir faire l'état des lieux des complications pour leur prévention. Et enfin, il faut savoir assurer le traitement et le suivi du malade. Mais avant d'entrer dans cela, rappelons d'abord brièvement, ce n'est pas pour vous faire un affront, la définition du diabète simplifiée, c'est l'état d'hyperglycémie chronique par déficit en insuline absolu, c'est le cas du diabète de type 1, ou relatif, c'est le cas du diabète de type 2 avec l'insuline-résistance, avec à la base des facteurs génétiques, mais aussi souvent des facteurs environnementaux. Alors, les standards care de l'ADA ont redéfini le diabète de type 2 à partir justement de sa physiopathologie, l'insuline-résistance qui est au premier plan et qui va aboutir à l'insulinopénie, ce qui fait que nous verrons qu'il y a les termes de prédiabète et de diabète. La latence clinique ou les symptômes modérés et progressifs, c'est le cas des diabètes de type 2, qui peut être tout à fait latent, on est peut-être diabétique pendant 5 ans ou 10 ans, sans le savoir, et quelquefois la révélation, nous le verrons, se fait à l'occasion de symptômes. Et c'est pour ça justement qu'il est important de connaître les facteurs de risque de ce diabète pour en faire le dépistage. Le surpoids ou l'obésité au premier plan, bien sûr, l'histoire familiale de diabète de type 2, donc l'hérédité, les antécédents de diabète gestationnel, jusqu'à 35% des femmes qui ont fait un diabète gestationnel dans le monde feront un diabète syrien effet, les adultes à partir de l'âge de 40 ans le plus souvent, ou un peu plus, les femmes étant moins touchées souvent. Alors, les critères de diagnostic, j'y passe rapidement dessus, mais c'est important. C'est la glycémie à jeun, répétée au moins à 2 reprises, avec une glycémie supérieure ou égale à 1,26 g, ou alors une glycémie faite au hasard chez un malade qui a des symptômes, qui arrive dans votre cabinet à n'importe quel moment de la journée. Il ne faut pas donner un bulletin pour dire « allez faire votre glycémie », il faut la faire tout de suite. Et en ce moment-là, si c'est supérieur à 2 grammes par litre, ça signifie que ce patient est diabétique, il ne faut pas attendre. Sinon, il y a bien sûr l'hyperglycémie chronique que personne ne fait pratiquement plus. Et de plus en plus, le diagnostic est fait à partir de l'hémoglobine glyquée. Mais comme nous le verrons sur la slide suivante, en Afrique, ça pose des problèmes à cause des hémoglobinopathies, à cause aussi des déficits quantitatifs de l'hémoglobine. Les critères du prédiabète, bien sûr, c'est une glycémie supérieure à 100 mg, mais inférieure à 1,26 g, ou alors, 2 heures après, une glycémie entre 1,40 g et 1,99 g. L'hémoglobine glyquée, bien sûr, permet aussi de poser le problème de prédiabète quand les problèmes de standardisation sont réglés. Alors, l'Afrique subsaharienne, on m'a demandé de parler du diabète en Afrique subsaharienne, ça pose des problèmes, parce que l'Afrique, c'est un grand continent, avec beaucoup de différences sur le plan socio-culturel, sur le plan anthropologique, sur le plan économique, sur le plan politique. C'est des différences importantes. Donc, quel impact sur la connaissance de la prise en charge du diabète dans cette partie du continent? Alors, nous ferons un peu l'histoire de la maladie en disant qu'avant 1985, pratiquement la plupart des pays n'avaient pas de statistiques. Et bien, depuis 1985-87, avec les critères de l'OMS, on sait déjà que ces prévalences tournaient entre 0,7 et 2,8%. Mais c'est sûr, avec les séquences stepwise de l'OMS à partir de 2005, que les prévalences ont été très nettes. Et il y a des pays comme les Seychelles où la prévalence peut monter jusqu'à 20 ou 25%, alors qu'en moyenne, dans la plupart des pays, c'est entre 3 et 5%. D'où l'intérêt, ceci a amené à une prise de conscience au niveau africain
que cette maladie existait bel et bien et qu'il fallait la prendre en charge. D'où les diverses déclarations, 2006 déclaration africaine de Brazzaville, 2007 plan stratégique de l'OMS pour le diabète, 2008 plan d'action de l'IDF Afrique à partir de la résolution des Nations Unies. Et cette mise en œuvre a été demandée à tous les pays. Chaque pays a fait sa mise en œuvre selon ses possibilités locales. Mais l'Afrique aussi, c'est le double fardeau de la maladie. Certes, de plus en plus, nous avons les maladies chroniques qui apparaissent, le diabète, l'hypertension, mais aussi nous avons encore, regardez à gauche de la diapo, les maladies transmissibles, les maladies infectieuses, les maladies parasitaires. Et malheureusement, peut-être jusqu'à présent dans certains pays, l'ampleur du diabète et ses relations pathologiques sont mal appréciées par les décideurs. En effet, quand on regarde la formation médicale, elle est surtout orientée vers les maladies aiguës. Heureusement, de plus en plus, nous le verrons à la fin, nous avons aujourd'hui des formations spécialisées sur les maladies endocriniennes et métaboliques. Les plans budgétaires, nous le verrons aussi, c'est plus dirigé vers les maladies infectieuses, vers la malnutrition, que vers les maladies chroniques, et ça pose des problèmes de plus en plus aussi. Ces pays font des plans, le professeur Baldé en parlera certainement demain. Ce qui fait que le diabète pose un problème en Afrique, et c'est un problème qui est en croissance rapide. En effet, dans les statistiques de l'IDF 2015, c'est 3,2% des Africains qui sont diabétiques, mais ce qui est inquiétant, c'est que pour d'ici de 2015 à 2040, on prévoit une augmentation de plus de 200% du nombre de cas de diabète qui est en 2000, qui était quand même de 14 millions de personnes. Alors, les spécificités, c'est d'abord ça, mais aussi il y a des spécificités épidémiologiques. Les spécificités épidémiologiques, le diabète de type 2, c'est le plus fréquent comme partout ailleurs. L'âge de survenue est beaucoup plus jeune que par rapport aux pays développés, où c'est à plus de 70 ans. Ici, c'est 40-59 ans, c'est-à-dire la population active qui est touchée. Le type 1 est moins bien cerné, malheureusement. Comme vous le savez, c'est une maladie qui se déclare de façon brutale, avec des signes importants et souvent qui sont confondus avec d'autres éléments, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais c'est le même type de diabète qu'ailleurs, avec les études HLA, nous l'avons vu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'âge moyen d'apparition est de 14 à 19 ans. La plupart des malades viennent déjà dans une d'acidose débutante ou avérée, 80% des cas. Et malheureusement, dans certains coins reculés, l'espérance de vie est en moyenne de 7 mois à 7 ans. Alors, je ne parle pas de ce diabète de type 2 à tendance cétosique, qui est en fait une forme de diabète de type 2, comme on le dit, qui se révèle par l'acidocétose la plupart du temps, qui disparaît sous insulinthérapie. Le diabète gestationnel, les prévalences vont aujourd'hui de 3 à 9%, selon qu'on est en zone urbaine ou en zone rurale. Il est nécessaire de faire des études dans la plupart des pays pour pouvoir avoir les chiffres exacts. Mais ce qui m'intéresse surtout de vous dire, c'est d'abord la présentation. Je l'ai déjà dit, la présentation clinique est souvent grave au départ. En effet, dans les données antérieures, fort heureusement ça change, au moment du diagnostic, le coma cirrhotique est fréquent. Pratiquement 20 à 25% des patients. Les infections, c'est quasiment 50% des patients. Les complications micro et macro-angiogènes, malheureusement, peuvent être le point de départ de ce diabète, le point de révélation, plus exactement ce diabète, un sujet qui fait un infarctus du myocarde ou qui fait un pied diabétique vasculaire, cela arrive souvent et malheureusement ce pied mène encore trop souvent aux amputations. Mais, encore une fois, il y a que le dépistage systémique se fait de plus en plus, la sensibilisation est arrivée à faire en sorte que les gens demandent de plus en plus de dépistage, d'où la possibilité d'avoir un diagnostic beaucoup plus précoce. Ces diagnostics précoces, son intérêt, c'est surtout de pouvoir faire une prise en charge rapide de la maladie. Mais pour cela, il est important de vaincre ce qu'on appelle les écueils à la prise en charge de la maladie. Ces écueils-là, j'ai donné quelques résultats de certaines enquêtes qu'il y a eu en Afrique. D'abord, la représentation des facteurs de risque et des symptômes de la maladie. Par exemple, l'obésité a une connotation tout à fait positive dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Et je pense que c'était un peu le cas il y a quelque temps au Maroc et au Maghreb. Je ne sais pas si ça a changé en Afrique, ça n'a pas encore totalement changé.
mais surtout la place du mysticisme. Beaucoup de signes du diabète sont mal interprétés par les patients qui pensent à la sorcellerie, qui interprètent même des causes du diabète comme n'étant pas des causes naturelles. Et tout ceci, en fait, amène au retard du diagnostic. Et aussi la non-reconnaissance du caractère chronique de la maladie, ceci est ressorti dans les études. Les gens pensent que le diabète est une maladie aiguë comme une autre, qu'il faut la traiter et que ça pourrait revenir quelquefois de façon aiguë. Et tout ceci amène souvent au recours obligatoire à la médecine traditionnelle. La plupart de nos patients, dans une étude que j'ai faite que j'ai publiée en 2011, au moins 60% des patients qui venaient au niveau du Centre national du diabète étaient déjà passés chez le guérisseur, et je pense que c'est le cas dans plusieurs autres pays. Alors, donc tout ceci se résume en l'ignorance de la maladie, à la négligence quelquefois, mais aussi à l'importance de ces particularités socio-culturelles dont il faut tenir compte si on veut réellement changer la donne en santé publique. Et pour cela, il est important de mettre en avant la sensibilisation. La communication pour un changement de comportement est extrêmement importante dans la prévention de ces maladies chroniques, du diabète en particulier. L'autre écueil, les autres écueils sont des écueils socio-économiques. L'insuffisance des infrastructures de prise en charge du diabète. Dans la plupart de nos pays, il n'y a pas assez d'infrastructures. L'insuffisance en personnel. Ce tableau date de 2010, mais ça n'a pas de 2000, mais ça n'a pas tellement changé aujourd'hui. Or, j'ai entendu dire hier que pratiquement il y avait peut-être au Maroc, peut-être 10 médecins pour 10 000 habitants. Là, nous avons 2 à 3 médecins pour 10 000 habitants. Avec les problèmes d'ajustement structurel, les États ne recrutent plus de médecins, la formation baisse. Heureusement, je le dis encore, ça c'est encore en train de changer. C'est la même chose quand on parle des paramédicaux, le nombre d'hôpitaux n'est pas suffisant non plus. Alors, en plus de cela, autre problème, c'est que il n'y a pas, dans la plupart des pays, d'assurance maladie globale. C'est 10 à 15% des populations qui sont assurées. Ça change dans certains pays. Dans mon pays, par exemple, on est en train de travailler sur la couverture médicale universelle. C'est déjà vrai pour les femmes, c'est déjà vrai pour les enfants de 0 à 5 ans, c'est déjà vrai pour les hommes, les personnes de plus de 60 ans comme moi. Maintenant, il y a l'autre frange de la population africaine est jeune, et il faut qu'il soit pris en compte. Le coût pour le patient est important s'il n'y a pas de prise en charge médicale, puisque les études ont montré que ça peut aller de 60 à 100% du coût, y compris quelquefois le coût du transport vu l'éloignement des structures de prise en charge de ces malades. Tout ceci amène à des retards de diagnostic et donc à des complications dont le coût a été évalué à plus de 12 000 $ américains, et ceci est lourd pour des populations qui n'ont pas 2 $ par tête d'habitant. L'autre écueil, bien sûr, je l'ai tout dit tout à l'heure, l'âge du diabète est plus précoce qu'en Occident. Les handicaps, malheureusement, entraînent des pertes de production très significatives et ça grève le budget des familles, au moins une 15 à 20% de diminution des activités des autres membres de la famille, je ne parle même pas du patient, mais aussi, malheureusement, ils l'ont montré, la plupart de ces malades peuvent mourir avant l'âge de 60 ans. Et puis, regardez en bas, les budgets qui sont alloués. Ça, c'est l'IDF 2015, qui montre que dans les pays occidentaux, plus de 5 milliards de $ sont consacrés au diabète, alors qu'en Afrique, c'est moins de 100 millions de $. L'Afrique subsaharienne, donc je disais, un grand continent, avec des différences socioculturelles, j'en ai donné quelques-unes, avec des problèmes économiques, j'en ai parlé tout de suite, des problèmes politiques dont il faut tenir compte. Eh bien, il est nécessaire, aujourd'hui que nous avons plus de connaissances sur cette maladie, d'adapter la prise en charge. D'adapter cette prise en charge, pour cela, il faut investir sur l'accessibilité au traitement. L'accessibilité, ça ne veut pas dire seulement la financier, mais à des structures de santé, l'accessibilité aux médecins qui connaissent le diabète, qui peut traiter le diabète, l'accessibilité aussi aux médicaments les plus pointus. Mais aussi, pour cela, il est important pour nous d'étudier
et d'adapter le coût de cette prise en charge de la maladie qui peut être très lourd parce que, comme je le disais au début, on ne prend pas en charge uniquement l'hyperglycémie, mais souvent il y a des facteurs de risque associés, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies qu'il faut prendre en compte, et sans compter les autres maladies. Alors pour cela, des stratégies ont été mises en œuvre. Ces stratégies, c'est d'abord bien sûr sensibiliser les populations, former les personnels de santé, mais aussi adapter les guidelines. Justement, ceci a été l'objet de plans d'action. Le plan d'action de l'IDF Afrique de 2008, qui se recoupe avec le plan stratégique de l'OMS de 2007, qui donne un certain nombre de directives pour que la prise en charge du diabète se fasse au point le plus reculé des structures de santé primaires, parce que ceci est important. La plupart des malades consultent d'abord dans les centres de santé avant d'arriver au niveau des hôpitaux ou des grands centres universitaires. Alors pour cela, il y a eu plusieurs choses. Je l'ai dit au début, la déclaration africaine sur le diabète, le plan de résolution des Nations Unies sur le diabète, le numéro 61-225 que tout le monde connaît, le plan de résolution UN des maladies non transmissibles en 2011, et tout ceci a permis aux États, chacun se laisse les moyens de mettre en place des programmes, puisque ces plans encouragent ces États à mettre en œuvre des programmes. Ces programmes, c'est essentiellement basé sur 3 éléments: la sensibilisation des populations, l'éducation des diabétiques eux-mêmes et la formation des professionnels de santé. Bien sûr, l'accessibilité à des traitements en définissant des paquets minimums de traitements et d'exploration de ces patients. Bien sûr, la création de centres d'excellence permet de chapeauter tout cela. C'est le cas maintenant dans la plupart de nos pays où il y a des centres d'excellence et des centres qui sont décentralisés. Alors, les programmes de formation sur le diabète ont été mis en place depuis une vingtaine d'années, pratiquement avec l'IDF Afrique. Les programmes nationaux ont été mis en place et appliqués selon les possibilités, là où c'est possible, dans différents pays. Le Sénégal a eu son plan depuis 1984, il a commencé à être appliqué depuis 2003-2005. Les programmes nationaux de formation des professionnels de la santé, chapeautés par l'IDF Afrique, ont commencé depuis 1995. Il y a eu des formations postgraduates pour les médecins, des formations des paramédicaux en éducation thérapeutique. Des guidelines ont été mises en place aussi pour la prise en charge du diabète de type 1 et du diabète de type 2, ceci déjà depuis 2006, mais doivent être repris à la lumière des connaissances actuelles sur le diabète et à la lumière des nouveaux produits de traitement de la maladie. De la même façon, des experts en diabétologie africains se sont réunis pour éditer un manuel de formation pour les éducateurs en diabétologie, tout ceci sous l'égide de la section africaine de la Fédération internationale du diabète. Et enfin, il y a aussi les congrès de nos 2 grandes sociétés, la Société africaine francophone de diabétologie, dont le dernier congrès a eu lieu chez mon ami Nabi Baldé au mois de novembre dernier, la Société africaine d'endocrinologie et métabolisme, dont le dernier congrès a eu à Abidjan, mais le prochain congrès aura lieu ici au Maroc en février 2018. Voilà, ici c'est le manuel qui a été écrit pour la formation des éducateurs sur le diabète. Les programmes de formation ont été complétés par d'autres programmes sponsorisés par les firmes pharmaceutiques, notamment Sanofi, Novo Nordisk, Servier. Et avec Sanofi, nous avons édité un livre intitulé « Aspects pratiques de la prise en charge du diabète en Afrique francophone ». La première édition a été publiée en 2011 et la seconde est en cours. Nous nous sommes réunis à Dakar il y a 2 semaines pour pouvoir justement réviser ce book et le mettre à la disposition des médecins généralistes et en tout cas des médecins non spécialistes du diabète. Alors j'ai oublié de dire tout à l'heure, bien sûr, l'espérance du diabète en Afrique, nous ne sommes pas très nombreux. Ils ne sont pas très nombreux, et nous le verrons, je pense, dans la diapo suivante. Voilà. Il y a eu des DU de diabétologie et des DS qui ont été mis en place, fort heureusement,
d'endocrinologie métabolique et nutrition, le DS du Mali, le DS de Côte d'Ivoire, ce sont les deux pays. Celui du Mali est intéressant parce qu'en fait, c'est sur 4 pays qui se sont réunis pour le mettre en place. Et à ce jour, je crois qu'ils ont déjà formé une 50aine d'endocrinologues. Alors, ceci permet d'augmenter le nombre de spécialistes du diabète, mais ce qui nous intéresse le plus, en fait, c'est de former le médecin généraliste et le médecin non spécialiste du diabète qui va recevoir ce malade et qui va pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Et pour compléter les formations dont je viens de parler, il y a les formations en ligne, e-diabète, que certains d'entre vous connaissent, Masterclass en diabète, qui est un niveau un peu plus élevé pour déjà les professionnels. Et au Sénégal, nous avons mis en place depuis 2014 ce que nous appelons M-Diabète, c'est-à-dire la prise en charge du diabète par le téléphone mobile, qui s'adresse en fait à la fois aux professionnels de santé pour une remise à niveau, mais aussi aux patients diabétiques pour l'éducation sur la maladie, et enfin aussi pour la population, pour la sensibilisation. Et nous avons des données spéciales pour le Ramadan, puisque nous sommes un pays à 95% de musulmans, donc avant chaque Ramadan, avant et pendant après le Ramadan, des messages sont envoyés dans le cadre de la prévention. Toutes ces formations, en fait, leur objectif principal, pour ce qui est des professionnels, c'est de capaciter les médecins généralistes à pouvoir prendre en charge correctement les diabétiques, que ce soit dans les centres de santé ou que ce soit en privé. Parce que ce que nous formons, ce n'est pas seulement le public, mais aussi les médecins installés dans le privé. Aujourd'hui, si on prend le Sénégal, par exemple, c'est pratiquement la moitié des médecins qui sont dans le privé, donc il est difficile de les ignorer. Des stratégies ont été mises en œuvre pour l'accès au traitement. D'abord, il y a des programmes de décentralisation de la prise en charge qui font qu'aujourd'hui, les malades ne sont plus obligés de faire des kilomètres pour venir. Au début de mes études, tous les diabétiques du Sénégal venaient à Dakar et certaines régions sont distantes de 1000 km de Dakar. Alors imaginez ce patient qui doit faire toute cette route pour venir se faire voir. Les mécanismes d'accès aux antidiabétiques aussi, il y a l'investissement des ministères de la Santé, à l'exemple du Sénégal, par exemple, 300 millions CFA, à peu près donc 500 000 $ ont été mis en subvention depuis 2004, chaque année, pour que l'insuline coûte le moins cher aux patients diabétiques. D'autres programmes d'accès à l'insuline sont en cours, la Task Force IDF pour l'insuline, le CDIC programme qui a eu beaucoup de succès en Guinée et au Cameroun et qui est en train d'être étendu à d'autres pays africains. C'est un programme de Novo Nordisk. Et aujourd'hui, pour les diabétiques de type 2, c'est surtout les génériques de la metformine et des sulfonylurées qui permettent de mettre en route correctement le traitement parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et enfin, il y a aussi les associations diabétiques qui se mobilisent ensemble dans le cadre de l'IDF pour défendre leur cause. Alors, les objectifs qui ont été atteints, dans plusieurs pays, les médecins généralistes, qu'ils soient généralistes ou non spécialistes du diabète, sont capables aujourd'hui de faire le diagnostic du diabète avec certitude, de faire le point sur les facteurs de risque associés et les complications du diabète, d'adapter les algorithmes de traitement de l'hyperglycémie dans le diabète de type 2. Ceci est en cours, j'en parlerai très rapidement, en tenant compte de la disponibilité et de l'accessibilité des antidiabétiques. De mettre en route et de suivre une insulinthérapie, de prendre en charge les facteurs de risque associés et d'assurer surtout le suivi des diabétiques, ceci quelquefois en collaboration avec les spécialistes. Alors, la décentration des soins au diabète, donc on peut dire dans nos pays, est devenue dans la plupart de nos endroits une réalité aujourd'hui, ce qui est important. Alors, ce tableau, c'est juste pour montrer le coût de quelques antidiabétiques oraux, notamment la metformine, les sulfonylurées, les incrétines et les insulines. Je passe dessus rapidement. Alors, je disais tout à l'heure donc qu'il y a des réflexions qui sont en cours sur des algorithmes adaptés. La dernière réunion s'est passée là aussi à Dakar il y a moins de 2 semaines, c'était le 25-26 septembre, pour pouvoir réviser les algorithmes que nous avons, mais c'est des algorithmes que nous avons adaptés à partir de l'ASD-ADA. Nous n'avons rien inventé du tout, mais en tenant compte des disponibilités locales des antidiabétiques. Et ceci a été soutenu par les sociétés savantes et sponsorisé par Sanofi Afrique, que nous remercions. Alors, je vais conclure. D'abord,
L'ampleur et la progression du diabète ne font plus de doute en Afrique subsaharienne. La plupart des pays, en tout cas presque tous les pays, ont eu leur enquête STEP qui a donné des résultats non seulement sur le diabète, mais sur les facteurs associés et sur les modes de vie. Plusieurs stratégies de prévention et de lutte contre le diabète sont en cours d'évaluation. La sensibilisation et l'information et le dépistage restent les points clés et il faut encourager aujourd'hui les personnels de santé à le faire et à l'organiser le mieux possible. Les autorités, dans la plupart des pays, sont impliquées au plus haut niveau et aujourd'hui mettent en place des budgets pour la prise en charge de ces malades et réfléchissent aussi sur la couverture médicale de ces diabétiques. Et enfin, la décentralisation et la politique d'accès au traitement nécessitent des évaluations périodiques et un renforcement de cela dans chaque pays, maintenant en fonction de ses moyens, mais les pays sont en train de réfléchir pour se mettre ensemble pour cela. Je vous remercie de votre attention.